Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Audrey Vessette avec moi, qui est la directrice France de Kinest. Donc bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement sur le podcast de Télescope. On est super heureux de t'accueillir aujourd'hui. Très contente d'être là aussi. Écoute, dans ce podcast, on va essayer d'en apprendre plus sur toi. Donc on va parler de ton passé, on va parler de Kinest et puis on va aller vers l'avenir tout doucement. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà en premier lieu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors très brièvement, donc je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans, je ne sais pas s'il faut le dire. Je travaille chez Kinest depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc c'était la première fois dans l'immobilier et puis voilà, j'ai commencé à travailler dès mes 18 ans puisque j'ai fait de l'alternance. Okay. Donc Kinest officiellement c'est ma 5e entreprise et voilà, c'est toujours un plaisir au quotidien d'avoir les challenges. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de tes précédentes expériences ? Dans quel domaine est-ce que tu as travaillé ? Celui qui t'a le plus marqué Ouais. Alors de base, moi j'ai un bac S qui n'existe plus. Je le dis parce que ça n'existe plus. Et accessoirement, moi on m'orientait vers un parcours scientifique et c'était pas du tout mon truc. Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation qui n'existe plus non plus puisque ça a été réformé. Bah, maintenant c'est un BUT. Ok. Donc voilà, je le dis pour les étudiants. J'ai fait un DUT Tech de Co en alternance chez EDF. Donc j'ai commencé dans le secteur de l'électricité et des énergies. J'étais au support client. D'accord. Super formateur parce que ça m'a permis de mettre un petit pied dans l'immobilier dans le sens où je travaillais avec les syndics de copropriété, donc les Foncia, les Nexity, etc., comprendre un peu comment tout ça marchait. Ensuite, j'ai fait une licence pro d'1 an, pareil, management des activités commerciales chez Peugeot. Mm-hmm. Donc, j'étais au siège social qui n'existe plus non plus. Ça fait beaucoup. J'étais chez Peugeot, donc à la vente grand compte. Donc, on vendait, alors sur un milieu un peu spécifique, je vendais à tout ce qui était Natixis, etc. Donc, tous les loueurs longue durée. Super équipe. Après, j'ai fait 1 an d'alternance pour mon Master 1 Management des équipes commerciales chez Orange, qui existe toujours, à la direction du porte-à-porte, très spécifique. Donc, on manageait les équipes terrain qui allaient vendre la fibre optique en porte-à-porte, donc littéralement toquer à la porte des gens. Donc, animation commerciale. Et j'ai fini mon Master 2 chez Flixbus, qui aujourd'hui est un des leaders du transport et qu'on entend beaucoup parce qu'ils font beaucoup de com, cette fois-ci au marketing, et c'était du marketing offline, donc tout ce qui n'était pas digital. Et voilà, j'ai fini mes études après 5 ans, j'ai attendu un petit peu, j'ai fait fille au père à Londres. L'excuse c'était je voulais apprendre l'anglais, je voulais aussi en profiter un peu après 5 ans d'expérience pro, et donc j'ai été embauchée chez Kinest parce qu'une ancienne collègue Flixbus, Gabriella, m'a contactée, elle était directrice France et elle avait besoin de quelqu'un pour renforcer l'équipe. Ok, alors je vais un peu revenir à tes origines. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi, tu viens d'où, comment est-ce que ton enfance s'est passée Ok, j'ai grandi dans le 91, mes parents sont toujours dans le 91, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est la périphérie parisienne, la Grande Couronne. J'ai eu la chance de grandir dans une maison avec un jardin, toujours très, très sympa de retourner chez les parents le week-end. Rien de bien particulier, enfance classique, je suis la grande sœur, habitude de donner des ordres, d'aider, de diriger un petit peu. Je pense que ça a joué dans mes choix ensuite de carrière. Et grande sœur d'Aurore et Xavier. Et maintenant, je suis tata, puisque ma petite sœur est maman. Donc voilà. Belle nouvelle. Et alors, donc on va parler un peu de Kinest, du coup. Et donc, Gabriella te contacte. Ouais. Et alors, comment est-ce qu'elle te parle du projet ? Qu'est-ce qui t'a, toi, fait dire oui ? Et j'y vais. Il y a des jours où je me pose encore la question, parce qu'honnêtement, elle m'a décrit un des pires jobs qu'on pouvait décrire à quelqu'un qui avait déjà fait 5 ans d'alternance et qui était un peu fatigué par le côté carrière. Ouais. Elle m'a décrit le pire job possible. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, écoute Audrey, j'ai besoin de quelqu'un, il fallait commencer quelque part. Besoin de quelqu'un pour diriger les opérations. Donc les opérations chez Kinest, c'est tout ce qui touche à la gestion de nos commerces partenaires. Tout ce qui touche au terrain de façon très large. Donc, trouver des nouveaux commerces partenaires, mais aussi gérer les problèmes. Et c'est beaucoup plus de gestion de problèmes que de démarchage, de prospection. Et donc, quand on gère les problèmes chez Kinest, alors à l'époque, puisqu'on en parlera un petit peu après, maintenant ça a un peu changé, mais on gérait tout nous-mêmes. La start-up venait de se lancer, il fallait la pusher au maximum. Et donc, on a une assistance qui est 24 heures sur 24,
Et il fallait gérer l'assistance 24/24 à 2 ou 3, puisqu'on était 3 quand moi j'ai rejoint en juillet 2019. Donc on travaillait 24 heures sur 24 officieusement, bien sûr, c'est toujours pareil. Officiellement, oui, on était connectés non-stop. Et donc, c'est ce qu'elle m'a vendu. Elle m'a dit, écoute, ça va être la merde parce que concrètement, il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, ce qui est cool, c'est que il y a tout à construire. Donc, si tu me rejoins maintenant, on construit ensemble. On a un marché qui est monstrueux, qu'on peut vraiment pousser, qu'on peut tirer vraiment vers le haut. Accessoirement, les fondateurs sont plutôt sympas. Voilà, si ça te tente, passe un entretien et on discute. Ok. Et donc, j'ai quand même réfléchi parce que je me suis dit, la charge de travail va être colossale. Quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, j'avais vraiment pas mesuré qu'est-ce que c'était qu'une charge colossale. Et voilà, on s'est lancé et après, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, quoi. C'était, la vague était lancée et il fallait suivre. C'était super speed et tout. Ouais, par contre, là où on a toujours été d'accord, pourquoi j'ai accepté, du coup, pour répondre à ta question, je me suis dit, ok, j'ai déjà vu quand même pas mal de petites choses en 5 ans. J'ai eu l'occasion de toucher à des grands groupes, à une start-up, puisque Flix, à l'époque, c'était plus une start-up. PME, mais plus une start-up quand même. Je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment l'occasion de toucher à une vraiment petite start-up et d'être là au moment où elle se lance vraiment, voir un peu ce que ça donne et pourquoi pas me poser la question, est-ce que moi, plus tard, je voudrais aussi devenir une entrepreneur ? Là, c'était l'occasion rêvée, concrètement, d'avoir la possibilité de diriger presque une start-up sans avoir d'implication financière de ma part. Donc, c'était un bon test. Donc, voilà pourquoi j'ai dit oui. Ok. Alors, du coup, vient la question, qu'est-ce que Kinest ? Donc, je vais te demander de me présenter Kinest et de me parler de l'équipe. Dis-moi tout. Ok, Kinest, c'est une entreprise qui fait de la gestion de clés. Donc, on va signer des commerces partenaires, donc épicerie, tabac, voilà, tout ce que vous pouvez penser à commerce de proximité. Et donc, on va leur fournir une boîte, on va leur fournir une application mobile qui va leur permettre de ranger les clés lorsque des clients se présentent. Et donc, derrière, comment ça se passe au niveau client ? Donc, un property manager, un gestionnaire immobilier au sens large, ou même, on peut étendre le sujet, quelqu'un qui gère un bien, ça peut être une voiture. Voilà, tout ce qui touche à la gestion de clés. Donc, un propriétaire va créer son compte sur Kinest, va enregistrer sa clé et va donc se rendre chez le commerce partenaire. Il va lui donner la clé, le commerce va enregistrer le dépôt. Ce dépôt, il est visible de notre côté en temps réel. Donc, dès l'instant où le commerçant enregistre le dépôt, ça notifie le propriétaire en parallèle en temps réel. Et ensuite, il va pouvoir dire à son locataire, Airbnb ou pas, locataire au sens large, agent de ménage, on peut penser à tout type de prestataire, électricien, plombier, photographe, agent d'état des lieux. Voilà. Toute personne qui a besoin d'accéder au logement se rend chez le commerçant, signale au commerçant au comptoir qu'il a besoin de récupérer une clé. Et il va lui communiquer un code de retrait. C'est un code unique. Il n'y a pas de prise d'identité puisqu'il faut que le propriétaire ou le gérant donne accès en communiquant le code et les informations pour que cette personne-là puisse récupérer les clés. Ça prend 5 à 10 secondes. Le propriétaire est notifié aussi en temps réel du retrait. Donc, il sait exactement à quel moment le prestataire ou le locataire a récupéré sa clé. Ok. Et alors, j'ai plein de questions qui passent dans ma tête. Est-ce que tu peux nous parler des fonctionnalités principales de Kinest ? Alors, cette notion d'être notifié en temps réel, ça fait partie des fonctionnalités principales puisque, sans mentionner forcément mes concurrents, mais aujourd'hui, une des grosses concurrences, c'est les fameuses boîtes à clés, les Masterlock. Une Masterlock, ça coûte quasiment 0 à l'installation, mais il y a 0 notification. On n'est jamais sûr que les personnes remettent la clé. On n'est même jamais sûr qu'ils arrivent à récupérer la clé. Donc, notre fonctionnalité principale, ça va être forcément cette notion de j'ai beau être à distance en tant que gérant, je suis en totale maîtrise des informations liées à mes clés. Je sais si elles sont disponibles chez le commerçant, je sais quand est-ce qu'elles ont été déposées, quand est-ce qu'elles sont récupérées, par qui, puisque je donne le code à la personne, donc je sais exactement quand. Et ensuite, je peux verrouiller cette sécurité-là. Pourquoi ? Parce qu'on va rajouter des petites infos. Donc, sur le code de retrait, on peut mettre une date de validité, par exemple. Donc, on peut très bien dire, mon locataire doit arriver à 15h. Je ne veux pas qu'il récupère la clé avant. Je bloque le code. Il ne sera valide qu'à partir de 15h. Et donc là, on vient tout juste de développer, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, presque 2, le Magic Link,
qui est justement une plateforme utilisateur. Donc, au lieu d'envoyer le code avec les informations manuellement, le propriétaire va envoyer un lien et donc le locataire va avoir une plateforme à lui tout seul qui lui indique exactement tes clés sont disponibles, tu peux aller les chercher. Quoi faire si je rencontre une difficulté. Donc, sans tomber dans la concurrence avec les channel managers ou les PMS, c'est pas du tout le sujet. On a créé une micro-plateforme qui est en réalité une sorte de landing page sur laquelle le voyageur arrive. C'est une landing page qui est personnalisée et qui lui permet d'avoir toutes les infos liées à sa récupération de clés. Ok. Et alors, tu parlais de commerce de proximité. Comment est-ce que vous, Kinest, vous choisissez ces commerces de proximité? Est-ce que vous avez des critères qui sont là? Les principaux critères, les critères de base, avant même qu'on regarde le reste, c'est 7 sur 7, amplitude horaire la plus large possible. Ok. En Angleterre, ils te diraient 7 sur 7, maximum 24 heures sur 24. En France, c'est plus compliqué de proposer du 24 sur 24, donc on vise le 7 sur 7, et chez nous, le 7 sur 7, c'est lundi matin, dimanche soir. Pas de fermeture en journée, donc pas de pause le midi. Ça peut arriver, mais on évite, et surtout amplitude horaire large, donc 22h, minuit, 2h du matin. On cherche toujours, quand on fait notre shortlist pour passer nos appels et prospecter, on va viser les commerces qui sont ouverts les plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que Airbnb ou l'immobilier en général, il y a du besoin tout le temps. Il n'y a plus forcément cette histoire de check-in que le samedi comme à l'ancienne. Donc, on veut faire en sorte que les clés soient disponibles le plus souvent possible. Ça, c'est les premiers critères. Et ensuite, il faut que ce commerçant, quand on lui parle, il parle suffisamment bien français, logiquement. Il faut qu'on ait confiance en lui. Donc, ça se passe au moment de la discussion où, OK, on se dit, on peut nouer un partenariat avec lui, tout va bien se passer. Et justement, j'allais en venir à cette question de confiance, parce qu'au final, vous donnez votre confiance à des personnes qui doivent elles-mêmes aspirer confiance aux personnes qui viennent récupérer les clés. Est-ce que ça a été un challenge au début ? Comment est-ce que ça s'est développé ? Je dirais que c'est plus un challenge maintenant. Pourquoi ? Parce que, notamment à Paris ou dans les grandes villes, on est déjà relativement présent, ce qui fait qu'on n'est pas en train d'épuiser, mais on arrive au bout de... on a déjà passé énormément d'appels, on a vérifié beaucoup de commerces. Donc aujourd'hui, quand on ouvre une ville, on a un choix monstrueux. Donc on peut être un petit peu plus... picky, on peut être un petit peu plus chercher un petit peu plus longtemps. Dans d'autres cas, on va être obligé de faire des concessions sur certaines choses. Par contre, la concession sur laquelle que l'on ne fera jamais, c'est la sécurité. Même si notre système est méga sécurisé, super simple, encore une fois, à utiliser, le commerçant n'a pas besoin de sortir du Polytechnique pour comprendre. L'utilisateur, on a fait le plus simple possible, mais on n'ira jamais au-delà de, si on sent que le commerçant, il n'est pas fiable, notamment sur ses horaires, par exemple, ou qu'il parle vraiment mal et du coup, on aura du mal à communiquer. On préfère ne rien ouvrir plutôt que d'ouvrir un commerce et avoir des soucis derrière. Et du coup, comme vous cherchez des commerces avec des horaires quand même assez larges, vous êtes principalement sur Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la géographie de Kinest ? Je sais que vous êtes situé dans plusieurs pays. C'est ça. Si on parle que de la France, aujourd'hui, on est dans une centaine de villes. J'ai pas les pourcentages en tête, mais Paris représente un gros volume. Pas plus de la moitié, par contre. Donc, on a quand même beaucoup de villes. On est présent dans toutes les grosses villes, les Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, Nantes, Strasbourg, etc. Et on se développe sur les plus petites villes. On vient d'ouvrir Pontarlier cette semaine. Pour ceux, je vous laisserai regarder sur Google Maps où est-ce que c'est. Pontarlier, on a ouvert Dijon, on est présent en Normandie, au Havre, etc. Donc, on ouvre des plus petites villes, mais sur lesquelles il y a du potentiel et sur lesquelles, surtout, on a des demandes, puisqu'on ouvre à la demande, toujours. Tous les points que vous voyez sur la carte, ce sont des points qui nous ont été demandés. Donc, c'est un client qui nous a dit « J'ai besoin d'un commerce à cet endroit-là ». Et nous, on se met en recherche. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 500 commerces disponibles en France. On parle d'environ 5000 à l'international parce qu'on est présent dans une quinzaine de pays. La France, c'est une filiale. La maison mère, elle est londonienne. Donc, quand on va à Londres, pareil, il y en a plus de... Je ne sais plus combien. On est autour de 700, 800, je crois, rien que sur Londres. Et c'est intéressant, ce point où c'est les clients qui vous demandent d'ouvrir des points de commerce là. Comment est-ce que vous, du coup, quand vous allez aborder
commerces de proximité, vous allez leur dire, comment est-ce que vous les abordez du coup pour les convaincre de choisir Kinest et de travailler avec vous? Toujours dans la simplicité, on n'est pas là pour leur vendre que parce qu'on les rémunère. Bien entendu, on les rémunère parce qu'ils vont pas faire ce travail gratuitement. Donc c'est le premier argument. Maintenant, quand on les aborde, on essaie toujours de le faire très simple. Voilà, on a des clients dans la zone, puisque c'est toujours des clients qui ont un appartement ou une maison autour. Donc on leur précise que c'est quelqu'un du quartier qui a besoin de déposer les clés chez un commerce de proximité. Et on a pensé à celui-là parce qu'il correspondait à nos critères. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on les aborde. Encore une fois, on ne va pas leur survendre comme quoi ils vont vraiment arrondir leur fin de mois, etc. C'est pas le but. Enfin, le but, c'est pas de se faire de l'argent avec Kinest. C'est plus le côté, il y a un nouveau service qui est proposé dans le quartier. Ça leur ramène du monde dans le magasin aussi. Donc les locataires souvent vont consommer en plus. Donc il faut qu'ils le voient comme une opportunité un peu plus marketing, sans se dire ok, la commission que je vais toucher, elle va vraiment me permettre de payer, même si certains font beaucoup de volume. Donc là, on arrive au point où en effet, ça devient très intéressant. Ok. Tu parlais de rémunération. Vous, du coup, comment Kinest se rémunère par rapport à ce modèle? On facture notre client qui va être le gérant. Okay. Donc, dans le mot gérant, on peut mettre beaucoup de choses. Ça peut être le propriétaire directement, qui ne veut pas passer par une agence et qui va gérer lui tout seul. Encore une fois, là, je parle plutôt de location, mais il y a d'autres cas pratiques. Ça va être la conciergerie Airbnb, ça va être le propriétaire qui a plusieurs biens, ça va être l'agence immobilière. Donc, c'est vraiment la personne ou l'entité qui a besoin de mettre à disposition ses clés. Okay. Parce que les conciergeries Airbnb, notre client, ça va être la conciergerie. Et le propriétaire, lui, il est en dehors. On n'a pas forcément de relation avec lui. Donc, en fait, ça dépend des cas d'usage, mais on va facturer cette personne-là. Bien sûr, le locataire ne paye rien, n'a rien à télécharger, etc. Et comment, du coup, on se rémunère en termes de prix? C'est simple, il y a deux business models. Soit c'est un prix en termes d'abonnement, donc c'est sur un système d'abonnement à la clé. Soit c'est un prix à l'unité, donc à l'usage. Okay. Tu récupères ta clé, t'es facturé. Ok, ça marche. Alors, j'avais une question. Alors, en termes de vos partenaires, votre cible, est-ce que tu peux nous parler du profil de votre cible, de votre persona? Ouais. Notre cible à date, parce que je pense que ça évoluera dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années. En tout cas, je parle encore une fois de la France, puisque ça a déjà évolué pour l'Angleterre. On est encore très orienté sur la courte durée. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de besoins en ce moment. Faut pas oublier que la France, c'est le deuxième marché Airbnb au monde, après les États-Unis. Donc aujourd'hui, quand on fait de la prospection des sales, qui on target les gérants Airbnb. Ok. Airbnb égale location courte durée. À savoir des conciergeries qui vont avoir entre 20 et 200, 300 ou plus logements en gestion. Ça, c'est notre cible principale. Okay. Après, en cible secondaire, mais qui est tout aussi intéressante, ça va être tous les acteurs de l'immobilier qui ont besoin de gérer les clés. Donc, on va parler des agences digitales qui n'ont pas d'agence physique, mais qui ont des prestataires partout. Ça peut être aussi les prestataires directement qui travaillent avec nous parce qu'ils ont besoin d'échanger les clés. Et on est en train de regarder, l'Angleterre s'est déjà lancée sur le secteur de tout ce qui touche aux logements sociaux, puisqu'il y a des gros sujets là-dessus. Et donc, en France, on va commencer à regarder aussi. Ok, et justement, en parlant de l'Angleterre, toi, tu as vu le développement en France depuis le début. Est-ce que tu peux nous parler du développement de Kinest en France? Comment est-ce que ça a commencé petit à petit? Comment est-ce que nous parler de la croissance dans le pays? Donc concrètement, Kinest s'est créé en 2016 en Angleterre. Ils ont mis 2-3 ans à vraiment pousser le marché. Quand moi je suis arrivée en juillet 2019, l'Angleterre était déjà très bien implantée et fonctionnait très bien. La filiale française a été officieusement lancée en octobre 2018 puisque c'est là où Gabriela a commencé à chercher des clients et des partenaires. Et la filiale a été déclarée administrativement en avril 2019. Ok. Moi, je suis arrivée 3 mois après et j'ai réalisé un petit peu de temps après qu'en fait, quand je suis arrivée, c'est vraiment là où ça a été poussé. Pourquoi? Parce que c'est là où nos 5-6 gros clients ont vraiment commencé. Ils ont fait des développements API et c'est là où il y a eu des vagues de dépôts de clés qui ont commencé. Donc, les débuts de Kinest France, c'est vraiment 6-7 mois on fait quelques recherches, on trouve les premiers commerces.
Juin, juillet, les premières vagues de dépôt de clés qui sont effectuées par les grosses entités. Jusqu'à décembre, grosse croissance. Et arrive ce que tout le monde connaît, à savoir le Covid, en mars 2020. Donc là, à l'époque, on était 5 chez Kines France. Donc Gabriella, moi, Alex et 2 stagiaires. Je ne sais pas si je dois les nommer. Mais ils se reconnaîtront. Et donc, Covid arrive. Et là, on prend un coup de massue sur la tête comme beaucoup d'entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on est sur le marché du tourisme. Oui. On travaille avec des commerces de proximité qui doivent fermer, à part les commerces essentiels, mais on ne savait pas trop quel commerce essentiel. Donc quand notre cher président annonce le confinement, il y a un moment où on se dit comment va survivre la boîte, parce que on n'est pas rentable, tout s'arrête. Donc on a quelques mois un peu bancals, mais on a fait ce qu'il fallait dans le sens où on a stoppé notre bureau, donc tout le matériel est parti chez nous. On a dû arrêter certains contrats. On a vraiment fait en sorte de se mettre en mode survie. Oui. Et on relance un petit peu la boîte. Alors, elle a toujours été présente. C'est juste qu'on ne faisait pas toujours grand-chose. Mais il y avait toujours quelques mouvements de clés, etc. Et donc, quand il y a le déconfinement en juin, là, la question se pose, OK, qu'est-ce qu'on relance ? Et priorité, relancer les commerces les plus accessibles. C'est là où on a décidé d'arrêter avec les restaurants, parce qu'avec les restaurants, ça se passait pas très bien, parce que ils avaient autre chose à faire que de gérer des clés. Donc on repousse vraiment la boîte. Et quand on a un nouveau confinement en octobre, c'était pas si catastrophique, ce qui fait que on considère que la fin du Covid, c'était vraiment fin 2021 pour nous en termes d'impact, début 2022, où là on a vraiment vu que ça y est, c'était relancé. Donc Kines a vraiment fait croissance quasiment immédiate, plongeon à cause du Covid, et petit à petit on a relancé, et là ça y est, on est reparti depuis 1 an, on est vraiment sur la pente ascendante de tous les côtés. Et du coup, alors là, au moment où ce que tu m'expliques, vous étiez 5. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Alors aujourd'hui, on est 6 en France. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des équipes en remote. Encore une fois, je parle de la France. Sinon, Kines Monde, c'est 40 personnes. Ok. J'ai toujours un petit doute sur 42, je dirais. Il faudrait recompter parce qu'on vient d'avoir des nouveaux arrivants. On est présent sur tous les continents. Et rien que pour la France, donc on a l'équipe en France, à savoir la direction, les sales et la direction Ops. Et on a des équipes à Madagascar qui sont là pour le support qu'on n'a pas pu maîtriser en France, puisque je vous disais au début qu'on faisait nous-mêmes les astreintes. On a arrêté de faire ça et on a cherché comment est-ce qu'on pouvait développer et garder ce support, cette assistance 24/24. Et donc, on est allé chercher la compétence là où elle était présente, à savoir Madagascar. Et donc là, on est une équipe de 6 personnes à Madagascar, rien que pour la France. Ok. Et au niveau des valeurs de Kines, votre culture d'entreprise, est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, c'est drôle que tu me poses la question parce qu'on a fait un Team Summit il y a quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines. Trop bien. Et donc, on a défini les valeurs. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur là. Mais sans les lister mot par mot parce que c'est pas forcément ça qui nous intéresse. C'est plus comment se passe l'ambiance. La première chose qui est toujours ressortie, c'est le travail d'équipe. Ça peut paraître un peu bateau parce que tout le monde aime bien dire ça. Chez nous, c'est essentiel. Je vous parlais des astreintes par rapport à l'assistance. On était obligés d'être extrêmement soudés parce que y a des soirs où j'ai besoin de me déconnecter. Est-ce que tu peux prendre les appels pendant 1 heure ? Donc, on a vraiment développé cette proximité. On a beau être sur l'ensemble des continents. On a des collègues qui sont tout seuls en Australie, à New York, Madagascar. Ils travaillent depuis chez eux aussi. Donc, il faut impérativement que la communication soit super efficace. Et on a toujours cette logique chez Kines de quel que soit ton poste, quelle que soit ton ancienneté, quelle que soit ta culture, quel que soit ton CDI, stage, alternance, etc., tu n'es pas plus important que quelqu'un d'autre. Et si un de tes collègues est en difficulté, quel que soit le collègue, tu dois l'aider. Et on cherche, quand on embauche des gens, à trouver cette valeur-là qui est partagée par cette personne. Parce que c'est bien beau d'expliquer, ok, tu aides tes collègues, mais si tu le ressens pas au fond de toi et si tu n'as vraiment pas cette envie d'aider, ça marchera pas. Donc c'est vraiment la valeur principale. On cherche cela chez les gens et c'est un exemple que je prends souvent. Moi, j'ai beau être la directrice France. Si mon collègue il est en train de préparer du matériel pour les commerces et il y a beaucoup de matériel à préparer et on est tout seul dans le bureau, s'il est en galère, je vais lui dire ok, j'arrête ce que je fais, j'arrête mes mails, j'arrête mes calls, je viens t'aider, je prépare le matos.
Donc, c'est vraiment la politique. Ça marche pour les fondateurs, ça marche pour le stagiaire qui est là que pour un mois. On cherche vraiment cette entraide. Sinon, on a aussi une grosse culture liée à la diversité. On est une entreprise anglaise avec quelques filiales, mais moi, ça m'a toujours beaucoup fait rire parce qu'on a beau dire qu'on est une entreprise anglaise, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 Anglais dans la boîte. Moi, en France, pendant un certain temps, j'étais la seule Française. Et ça fait vraiment la beauté de l'entreprise parce qu'on accueille des locataires qui viennent du monde entier. Oui. Et au-delà de la langue, on parle, je ne sais plus combien, on avait compté, une vingtaine de langues, je crois, à nous tous. C'est pas qu'une question de ok, est-ce qu'on est capable de communiquer dans la langue du locataire, c'est aussi être capable de comprendre qu'on vient tous de partout, on a tous des origines différentes, du coup on va avoir des façons de voir les choses qui vont vraiment varier et c'est ça qui fait que dans les réunions, voilà, on va apporter plusieurs points de vue qui vont être valorisés par tous et je pense que ça nous a tous appris cette humilité qui est nécessaire au sein d'une entreprise. Ok, on est là pour le challenge, on est là pour défoncer le marché, mais on a aussi besoin d'être humble et de se rappeler d'où on vient et que nos collègues ont tous des difficultés et qu'on est là pour les aider, quoi. Donc on a vraiment cette valeur de diversité. Et une autre valeur qui ressort, que celle-là on a vraiment écrit sur le papier, c'est being reliable en anglais. Donc c'est pouvoir être sûr que notre tech, on peut compter sur notre tech, elle est fiable, nos collègues sont fiables et on est aussi fiable vis-à-vis de nos clients, on peut compter sur nous. Ok. C'est très belle valeur, j'aime beaucoup. Et merci. Alors, on va revenir un peu sur ton rôle à toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle, tes missions au sein de Kinest au quotidien? J'ai commencé en tant que directrice des opérations. Donc, ce que je disais, à savoir gérer tout ce qui touche au commerce de proximité. Donc, à la fois support et à la fois terrain problématique. Et j'ai évolué en tant que directrice France quand la fameuse Gabriella est partie fin 2020. Okay. Mon rôle, c'est d'être la garante du bon fonctionnement de la filiale, avec tout ce que ça implique. Donc, au niveau financier, à savoir développer les ventes, au niveau marketing, donc tout ce qui touche à la connaissance de la marque, raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, au niveau opération aussi, donc aujourd'hui j'ai quelqu'un qui gère les opérations, donc qui a repris mon ancien job, donc je touche un peu moins au terrain, mais c'est vraiment diriger les équipes France, s'assurer que la filiale tourne bien d'un point de vue financier, sales, RH aussi. C'est mon rôle de gérer tout l'administratif, l'URSSAF et tout ce qui en passe. Donc j'ai des fois la sensation de gérer une entreprise à moi toute seule, même si heureusement j'ai le support du siège parce que je suis très proche des fondateurs. Et justement dans ton travail, quelle est pour toi la plus grosse pression peut-être au quotidien dans ton entreprise? C'est une bonne question. La plus grosse pression, c'est pas forcément une contrariété ou un stress. Je dirais que c'est de m'assurer que mes équipes fonctionnent bien. Pas dans le sens où j'ai pas confiance en elles, bien au contraire, mais je veux vraiment qu'elles aient la sensation qu'elles évoluent en faisant partie de mon équipe. J'ai pas la prétention d'avoir beaucoup de choses à leur apprendre, je reste jeune. Je suis un peu plus âgée qu'elle parce qu'on est une entreprise très jeune et j'ai quand même quelques années d'expérience, mais moi, mon but, c'est qu'on évolue ensemble. Et donc, je dirais que c'est vraiment ça que je veux porter. Je veux être sûre que quand mes équipes se lèvent le matin, elles savent qu'elles vont apprendre quelque chose dans la journée. Même si c'est quelque chose de ridicule, au moins, elles vont apprendre et elles vont prendre plaisir dans leur travail. Je veux pas être cette boss qui met la pression pour mettre la pression, qui met des objectifs pour mettre des objectifs. Donc, je pense que ma plus grosse pression, c'est de faire en sorte que mes équipes se sentent bien au travail, mais délivrent quand même, parce qu'on n'est pas là pour des paillettes dans les yeux, on est là pour bosser. Je pense que c'est ça mon plus gros challenge, c'est de faire en sorte que tout se passe bien et que mes équipes se sentent bien dans leur basket au sein de Kinest. Sinon, un autre gros challenge, ça reste faire en sorte qu'on fait évoluer le marché, puisque le but, c'est de développer les ventes. Donc, je pense que ça restera, quoi qu'il arrive, mon challenge principal, si je parle juste de moi. Ok. En parlant du marché, d'ailleurs, comme vous travaillez dans l'immobilier avec des professionnels, est-ce que vous êtes impacté directement par la situation un peu tendue du fait de la hausse des taux, de la baisse des prix, etc. Ou est-ce que
vous, ça va, vous n'êtes pas trop impacté et les choses roulent quand même pour vous? Pour l'instant, rien de particulier dans le sens où nos clients actuels ne sont pas forcément des promoteurs ou voilà, ces entreprises qui vendent des biens. Okay. Vu qu'on est sur de la gestion, il y aura toujours besoin de gestion et donc les rotations de clés continuent de se faire. Donc non, pour l'instant, on n'est pas du tout impacté par ça. Par contre, ce qui nous impacte, alors pour l'instant pas encore, mais ce qui impacte nos clients, donc qui pourrait nous impacter très prochainement, ce sont les différentes régulations liées à la location courte durée. Ok, oui. Y a beaucoup de lois qui passent, c'est le sujet, de toute façon ça a été le sujet tout l'été. Le gouvernement, et pas que le gouvernement français, hein, les gouvernements en général justifient le problème d'accès au logement par le fait que trop de gens mettent leurs biens sur Airbnb. Je ne sais pas si je dois donner mon avis là-dessus. Je pense que c'est un petit peu... c'est une façon de masquer un plus gros problème. C'est une cible facile, on va dire. Oui. Donc, ils font passer des lois. Je ne sais pas si tu as entendu, mais à New York, par exemple, le gouvernement vient d'interdire complètement la mise en location sur Airbnb des logements. Ah oui, d'accord. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? En mettant des critères complètement abracadabrants qui font que plus personne ne pourra mettre de biens sur Airbnb. Donc les anciens restent, mais plus personne n'arrive à mettre de biens sur Airbnb. Ça vient de passer là. Ils avaient dit qu'ils allaient le faire, ils l'ont fait. En France, il y a des lois qui passent... qui des fois nous arrangent, comme les lois contre les masterlocks. Donc, pas le droit de mettre des masterlocks dans les villes, ça m'arrange. Tous ceux qui opèrent à Lille, on est là. Mais des fois, il y a des lois qui passent pour dire, plus de logements courte durée pour plus de 120 jours. Il y a des villes qui ont été beaucoup plus strictes. Et plus ces lois passent, plus nos clients sont obligés de... Alors, pas forcément pivoter, mais se remettre en question. Comment est-ce qu'on peut continuer de gérer des biens sans être focus Airbnb? Et donc, ça reste intéressant parce que ça permet d'ouvrir les portes sur de nouveaux marchés. Au lieu de faire que du Airbnb, donc de la saisonnalité, on lisse un petit peu plus les revenus puisqu'il y a des locations moyennes, longue durée, un bail mobilité, par exemple. Tous ces sujets-là. Mais on garde toujours l'œil dessus parce que quand une ville subit une loi pareille, forcément derrière il faut que nos clients arrivent à rebondir et s'ils n'arrivent pas à rebondir, nous derrière il faut qu'on aille attaquer d'autres marchés. Carrément. Alors on va revenir un peu plus sur toi, de façon un peu plus personnelle. Donc à côté de tout ce travail que tu fais chez Kinest, comment est-ce que tu équilibres ta vie pro, perso? Est-ce que tu as des passions à côté? C'est un bon sujet. Je travaille beaucoup. Je pense que ma famille témoignerait et ne serait pas toujours très très contente. L'équilibre a été parfois très dur à trouver. J'ai toujours un peu de mal parce que en plus que maintenant j'ai récupéré la direction et ça fait longtemps que je suis chez Kinest, donc j'ai beaucoup de gens même hors France qui me sollicitent. Donc je suis connectée encore 24 heures sur 24, à savoir le soir on peut m'envoyer un message et le week-end je reste disponible. Je l'ai un petit peu payé puisque je suis tombée malade il y a quelques années de ça. Ça m'a donné une légère leçon. On a beau être jeune, le corps n'a pas une limite. Il faut faire attention. Donc aujourd'hui, vu que les équipes se sont agrandies, on a réparti les charges. Je pense qu'en fait le meilleur tip c'est de se dire c'est pas grave. On n'est pas des médecins qui gèrent un problème en cardiologie. Des fois, il vaut mieux se dire tant pis, je gérerai le problème plus tard. C'est rien de grave. Tant que les équipes, encore une fois, ne se sentent pas sous pression et qu'elles peuvent gérer, ou alors que ça peut attendre. Des fois, ça peut attendre. Donc, il faut y penser. Il faut penser à des fois pouvoir déconnecter et mes passions, ça reste toujours... c'est relativement classique, j'aime beaucoup lire. Je pense que c'est lié aussi au fait que je sois tout le temps connectée. J'aime bien me déconnecter, justement, et partir vadrouiller dans des paysages plutôt calmes. Marcher le soir, de nuit, je trouve ça très agréable à Paris. Donc, c'est important de déconnecter. Okay. Ouais. J'ai vu, je ne sais pas si tu en parlais, que sur LinkedIn, en parallèle de Kinest, tu faisais partie d'une association, d'une organisation qui s'appelle Female Forum. Ouais,
Tu veux nous en parler ? Oui, alors c'est pas vraiment une association, c'est un groupe pour permettre aux femmes, quelles qu'elles soient, de se sentir empowered, donc prendre le pouvoir un peu sur leur carrière, sur leur vie personnelle. C'est ma collègue Zuzana qui l'a trouvé en premier et qui m'a dit il faut vraiment que tu rejoignes. Nora, qui est la fondatrice, je crois qu'elle habite à Londres, elle fait vraiment en sorte de créer un réseau de femmes de tous horizons pour justement permettre de pouvoir se parler entre nous, pouvoir échanger sur les carrières ou autres. L'objectif principal, c'est la carrière, puisque on a beau être en 2023, il y a toujours des inégalités qui se font sentir dans certains milieux plus que d'autres, certaines femmes l'ont subi plus que d'autres. Le but, c'est pas de remettre en question qui a subi quoi, c'est plus de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer la société et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une femme qui commence sa carrière ou qui est en plein milieu de sa carrière puisse se dire ok, je vais négocier mon salaire, ok, j'ai le droit de prendre un job sans avoir ce syndrome de l'imposteur qui parfois est très présent. Et donc Nora, je l'admire beaucoup parce qu'elle est toujours très souriante sur les réseaux, elle a une énergie de dingue, et donc elle a créé cette association qui n'est pas une association à proprement dit, pour justement mettre en relation les femmes, pour faire en sorte qu'on crée un réseau, des cafés digitaux, etc., pour nous permettre d'avoir accès à différents types de personnalités pour demander des conseils et pour se sentir empowered. Voilà. Et toi, personnellement, quel est le message que toi tu voudrais porter en te positionnant dans ce mouvement-là ? Ouais. Je pense que la première chose, c'est justement d'essayer de s'enlever ce syndrome de l'imposteur. Alors je dis pas qu'il y a que les femmes qui l'ont, hein. Je pense que tout le monde l'a, n'importe quel jeune qui commence sa carrière va des fois avoir l'impression qu'il n'a pas le droit de faire certaines choses, mais je pense qu'en tant que jeune femme, si je dois m'adresser aux jeunes femmes, je dirais ok, fonce, on n'a qu'une vie, si tu as envie, au pire qu'est-ce qui se passe, tu loupes un entretien d'embauche, c'est pas très grave, personne va s'en souvenir. Qu'est-ce qui se passe ? Au pire, le recruteur va rigoler, il rigole, ça veut dire que tu n'auras rien à faire dans cette entreprise. Donc je me permets de donner des conseils, mais il y a des moments où j'ai des gros doutes aussi. Ce serait le premier message, c'est d'arrêter de penser qu'on est limité. Quand on veut, malgré le fait qu'on ait parfois des gros bâtons dans les roues, si on se donne les moyens, on peut arriver à obtenir quelque chose. Et ce quelque chose, ça prendra le temps que ça faudra, que ça devra prendre, c'est pas très français, mais au moins il n'y aura pas de regret. Et je pense que c'est le principal. C'est s'enlever le jugement, arrêter de penser que les gens nous regardent d'une certaine façon. Souvent, on projette nous-mêmes nos propres peurs envers les autres, et les autres ont parfois aucun jugement à porter. Il faut arrêter de se limiter. Il faut vraiment essayer de garder l'esprit ouvert, se dire qu'on est tous différents, on a tous les mêmes droits. Je sais qu'il y a des endroits où malheureusement justement les gens n'ont pas les mêmes droits. Nous, on a cette chance en Europe, en tout cas, du moins en France, d'avoir accès plus ou moins aux mêmes droits. Il faut se bouger. Il faut se bouger, il ne faut pas regretter, il faut arrêter de penser qu'on est moins bien que les autres. On n'est pas moins bien que les autres, on est juste différents. Et on a des capacités, on a une même intelligence. En la travaillant, on peut faire de grandes choses, mais par contre, il faut juste faire ce qu'on a envie. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire une grande carrière et qu'on doit devenir PDG. Ça veut juste dire faire ce qu'on a envie de faire. Et si ça nous fait plaisir et que ça nous motive à nous lever le matin, c'est le principal. Et justement, on est un peu sur le thème de la projection. Donc là, on arrive un peu sur la fin du podcast et sur le thème de l'avenir. Ouais. Alors déjà, quels sont, si tu veux bien nous les partager, les objectifs de Kinest ? Comment est-ce que tu projettes Kinest dans les prochaines années sur le marché ? Alors déjà, la France a un marché relativement illimité, donc il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup de conciergeries à contacter, et comme je te disais, on va sur d'autres marchés immobiliers. Donc les prochains mois, ça va être vraiment essayer d'attaquer différents marchés immobiliers. On va aussi regarder probablement d'autres industries, tout ce qui touche au... je suis désolée, ça me vient en anglais. Tout ce qui touche... Tu peux le dire en anglais. Mais je l'ai même plus du coup. Tout ce qui touche aux animaux de compagnie, par exemple. Tout ce qui touche aux personnes âgées aussi. Il y a des gros sujets de comment accéder au logement pour s'occuper d'enfants ou autres. Donc, on va peut-être aller regarder ces marchés-là. On va regarder le marché de l'automobile. Donc, c'est vraiment
Les premiers objectifs à court terme, ça va être de vraiment stabiliser et de continuer notre croissance. Continuer d'avoir cette croissance exponentielle. Pour l'instant, il n'y a pas eu de chute, donc on est sur la pente ascendante. C'est vraiment de rester sur cette pente ascendante-là, utiliser l'immobilier, continuer de surfer sur cette vague, aller voir d'autres marchés. Je pense que la question d'autres pays va continuer de se poser, puisque j'ai repris la direction de l'Italie l'année dernière. J'ai embauché quelqu'un pour l'Italie. On est en train de pousser l'Italie. Là, on va pousser l'Allemagne aussi. L'Espagne est en train de boomer, donc on va pousser l'Espagne. Voilà, c'est vraiment essayer de faire en sorte que tous les marchés sur lesquels on opère soient rentables. On n'est pas dans une course au développement, on est plus dans une course à faire en sorte que notre entreprise soit profitable sur le long terme. Et on a quelques nouveautés qui vont arriver, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Donc il faudra rester connecté. Bien joué, on restera connecté. Mais ça va être cool. Il y a beaucoup de choses à faire. Ok. Alors, de façon peut-être plus philosophique, comment est-ce que tu vois l'avenir, que ce soit dans le monde de l'entreprise, en tant que femme qui travaille dans une entreprise, notamment dans le mouvement Female Forum, quelle est ta vision de l'avenir ? C'est une question qu'on se pose assez souvent avec mes amis autour d'un bon verre de vin. Moi, je suis assez optimiste malgré, on a beaucoup de mauvaises nouvelles, notamment liées à l'écologie. On a beaucoup de mauvaises nouvelles sur des droits qui n'évoluent pas malgré le siècle dans lequel on est. Des fois, on a l'impression de faire un peu marche arrière, donc on pourrait être très pessimiste. Moi, je reste assez optimiste dans le sens où les nouvelles générations, enfin la mienne et celle d'après, ont une plus grande conscience de certaines choses. Je pense qu'on est tous éduqués justement dans ce côté diversité vis-à-vis de l'écologie aussi, voilà, tous ces gros sujets qui sont super importants pour faire en sorte que à l'avenir ça se passe de mieux en mieux, donc j'ai quand même bon espoir. On rencontre toujours des difficultés parce qu'il y a toujours un espèce de clash des générations qui fait que les jeunes vont avoir une opinion, les boomers, sans les citer, vont en avoir une autre. Il y a un super livre à lire là-dessus qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi » de Salomé Saké. Voilà, une petite recommandation. Moi, je pars du principe que tant que tout le monde garde l'esprit ouvert et fait ce qu'il a envie de faire et ne cherche pas cette course au profit ou la course au clic ou... Voilà, les selfies sur Instagram ou LinkedIn, tant qu'on fait le job qu'on aime, tant qu'on a un bon équilibre vie perso, vie pro, tout se passera bien. Et je pense que c'est là la clé du succès, sans mauvais jeu de mots. Je la sors à chaque fois. C'est trop bien. Elle est facile. Ça passe trop bien. Elle est très facile. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment faire en sorte que tout le monde ait accès à la bonne éducation pour avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes compétences et puisse ensuite développer la carrière de la façon dont il a envie de la développer. Ok. Bien, écoute, on finira sur cette belle note. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi d'avoir partagé ton histoire, ton expérience et puis tous ces beaux sujets qu'on a pu aborder. Ouais. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et ainsi que pour Kinest. Et puis c'était la fin de l'épisode d'Avenir et on se retrouve très bientôt pour un épisode. Et puis à la prochaine. Merci.